Bonjour à toutes, bonjour à tous. Aolam Ahmedoubar, première de l'année. Eh oui, première de l'année, 5783, 2022 encore. Et une première aussi avec un ami qui m'est très cher, un grand chercheur, et quelqu'un qui aime bien soulever quelques pierres pour en découvrir finalement le fil de l'eau. Il s'appelle Dov Maimon, vous le connaissez certainement. Il est directeur de recherche dans un institut que vous ne connaissez peut-être pas, mais qu'il va nous détailler un peu, mais un institut qui travaille en profondeur, qui travaille sur la prospective et qui travaille sur finalement les questions qu'on doit se poser pour finalement préparer le futur. Dov Maimon, bonjour. Bonjour à vous, bonjour à Vie, bonjour à chers auditeurs, chers téléspectateurs. Alors, est-ce que j'ai dit une bêtise quand je disais que tu aimais soulever quelques pierres pour en découvrir finalement le fil de l'eau, finalement de savoir d'où ça vient et où finalement ça peut aller? Est-ce que je me suis trompé quand j'ai parlé de prospective et j'ai parlé de ton institut, l'institut où tu œuvres depuis plusieurs années et où tu es directeur de recherche? Cet institut s'appelle le JPPI, le Jewish People Policy Institute. Alors oui, donc je travaille dans un think tank, une boîte à pensée, qui s'appelle le Jewish People Policy Institute, qui est à Jérusalem et qui a aussi un bureau à Washington et qui essaye de penser l'avenir du peuple juif. Et ça veut dire dans différentes dimensions, la géopolitique d'abord, et puis mais aussi l'identité, la démographie, la culture et les ressources matérielles. Donc on essaye de réfléchir aux grandes questions qui se posent pour le peuple juif, essayer de penser des stratégies, et pour ça, c'est pas qu'on cherche à soulever des pierres ou essayer de bouger les choses, c'est simplement qu'on essaye de chercher le fin des choses, ou alors quels sont vraiment les vrais problèmes, par-delà les symptômes, essayer de trouver quels sont les grands problèmes. Aujourd'hui, on s'aperçoit que 80% des Juifs dans le monde s'assimilent, il y a une résurgence de l'antisémitisme, il se passe quelque chose depuis, on a eu 7 décennies après la Shoah où l'antisémitisme a été relativement balayé pour des raisons historiques évidentes, mais tout à coup, ça ressort avec encore plus d'énergie. Et ça veut dire qu'il y a une pression sur les Juifs eux-mêmes qui sont à travers le monde, et surtout aux États-Unis, mais c'est aussi vrai en Europe, à avoir des difficultés à assumer leur altérité, à assumer leur particularisme. Il y a une pression pour la conformité. Et donc ces gens-là, d'une manière presque systémique, institutionnalisée, des choses qui ne sont pas claires pour eux, mais ils vont maraniser, ils vont essayer de cacher leur identité juive. Je publiais dans le rapport annuel qu'on présente au gouvernement israélien chaque année, un rapport sur l'état des lieux de l'antisémitisme mondial, et dans lequel je disais, notamment pour la France, sur la base d'une étude de AGC Fondapol française, où 45% des parents disent à leurs enfants de ne pas dévoiler qu'ils sont juifs dans leur école. Donc, ou à leurs amis, etc. Donc ça veut dire qu'il se passe une sorte de pression où on préfère diminuer son profil, par exemple. Donc c'est des choses. Mais alors tout ça, ça veut dire quoi derrière? Ça veut dire qu'il y a quelque part, si les gens font ce genre de choses, qu'est-ce que ça veut dire derrière? Ou alors, pour penser, comme comme n'importe quel médecin, comme n'importe quel on veut penser des solutions, il faut d'abord faire un diagnostic. Le diagnostic doit être par-delà les symptômes. Quel est le problème de fond? Pourquoi les choses ne se passent pas comme on voudrait? Pour peut-être penser, comme des gens qui auraient pensé à se dire, tiens, peut-être que si on avait un État juif, ça pourrait changer la donne du peuple juif. Peut-être que si on faisait certaines choses, alors il faut donner des recommandations. Après, les recommandations, on les présente. On a une séance du gouvernement israélien, du Conseil des ministres, qu'on présente chaque année le rapport tel qu'on le présente, savoir quelles sont nos grandes conclusions et nos grandes analyses. On travaille avec les grandes organisations juives à travers le monde. On peut peut-être même commencer à travailler aussi avec l'Europe. Et donc cette idée-là de dire, voilà, quels sont les grands enjeux, un peu comme ceux qui connaissent un grand historien français qui s'appelle François Braudel, qui lui disait, il y a les mouvements de fond et puis l'écume à la surface de l'eau. Donc nous, on laisse tomber l'écume, on laisse tomber tout le bruit des millions d'informations qu'on entend tous autour de nous pour essayer d'aller s'occuper des mouvements de fond. C'est transdisciplinaire. Plusieurs disciplines vont finalement
travailler sur ces sujets de diagnostic et de prospective, bien entendu. Finalement, quand on entend une information telle que celle apprise ces derniers jours, où des universités en Californie, telles celle prestigieuse de Berkeley, où des Juifs ont déjà été maltraités et aujourd'hui sont presque interdits de certaines zones de l'université, est-ce que finalement on est resté trop longtemps sur le diagnostic et les prospectives n'ont pas servi le fameux gouvernement israélien? D'abord, le gouvernement israélien est limité et c'est pas forcément son ordre du jour d'aller s'occuper des Juifs de diaspora. On est obligé par la loi de l'identité nationale, qui est dans le 6e paragraphe, qui dit qu'Israël prend une responsabilité par rapport au peuple juif. Mais fondamentalement, l'État d'Israël est d'abord responsable envers ses citoyens, qui sont juifs ou non juifs d'ailleurs. Donc, alors, qu'est-ce qui s'est passé? Ce qu'on peut voir, par contre, ce qui peut nous intéresser, nous, pour tous, si je parle à un public francophone, c'est que la question qui se pose, is America becoming Europe? Est-ce que l'Europe est en train de devenir, est-ce que les États-Unis sont en train de devenir l'Europe? C'est-à-dire, ce qu'on a vu il y a 20 ans, on commençait à voir les Juifs cachés dans les universités, le fait qu'ils sont Juifs, éviter de faire des vagues, essayer de maraniser. Est-ce que ce phénomène n'est pas en train de revoir la même chose? On peut voir une quinzaine d'indicateurs des choses qu'on a vues il y a 15 ans, en Europe, qui commence à apparaître aujourd'hui aux États-Unis. Donc ça, par exemple, c'est important, puisqu'on peut peut-être tirer des leçons de qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché. Donc on essaie d'avoir une expérience internationale, un partage d'expériences avec les communautés dans d'autres endroits. Est-ce qu'on va pouvoir arrêter l'antisémitisme? Probablement pas. La résurgence de l'antisémitisme, l'antisémitisme, comme chacun sait, est un phénomène qui change de forme en permanence, qui est un phénomène très, 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 très particulier. On accuse les Juifs toujours de ce qu'on ne veut pas être, etc. Mais est-ce qu'on va pouvoir réagir? Une des choses qui ont été faites au XXe siècle, en tout cas, c'est sûr, c'est qu'une des raisons pour lesquelles les Juifs se prenaient beaucoup de coups dans la figure, c'est qu'ils étaient une proie facile. Si on comprend que le problème, c'est que c'est une proie facile, la réponse, c'est qu'il faut mieux pas être une proie facile. Il faut avoir une capacité de retaliation, une capacité de dissuasion. Est-ce qu'il n'y a pas eu un moment charnière, finalement, quand rappelons-nous cette phrase qui avait choqué certaines personnes en son temps et qui, finalement, a dû être un élément d'appréciation important pour un institut tel que celui où tu travailles. C'était le grand rabbin Sitruk, Zichrono Livracha, et quand il propose donc aux jeunes juifs qui, lors de sorties scolaires, devaient, plutôt que de porter leur kippa, mettre une casquette ou un béret, finalement, pour faire profil bas. Alors voilà. Qu'est-ce qu'on peut faire, nous, en tant que groupe de recherche indépendant qui se trouve à Jérusalem, qui n'est pas confronté avec le problème? Nous, on n'est pas à Marseille ou à Paris ou à Nice ou à Lyon, où les gens vivent ce genre de choses. Le plus grand service qu'on peut rendre aux communautés, c'est souvent simplement de rendre un tableau, de dire voilà les avantages et les inconvénients, voilà les différents scénarios possibles. L'année dernière, j'ai eu une demande donc, qui est venue par Bougie Herzog, le président de l'État d'Israël, qui m'a demandé, Rav Dr Dov, est-ce que tu pourrais écrire un papier sur la défense de la circoncision, un plaidoyer pour défense de la circoncision, puisqu'il y a une proposition de loi en Belgique, la communauté de Belgique nous demande ils vont être attaqués, on a compris que ça va être difficile, il y a 9 pays déjà où l'abattage rituel est interdit, alors tout à coup, donc nous on s'occupe pas beaucoup de l'Europe, parce que pour nous l'Europe c'est presque un antisémitisme endémique, on ne sait pas quoi en faire, on voit pas tellement beaucoup d'avenir, de scénarios positifs pour l'avenir des Juifs d'Europe, donc on s'en occupe pas beaucoup. Mais là, dans ce cas-là, on a essayé de réfléchir. Donc, j'ai écrit avec Myriam Naor, qui était la présidente de la Cour suprême, qui est décédée depuis quelques mois, et on a écrit un plaidoyer de 100 pages en disant, voilà les arguments. Ce qu'on peut faire maintenant, c'est donner une boîte à outils pour les dirigeants des communautés, en leur disant, écoutez, voilà ce que vous pouvez faire, voilà le prix, voilà le risque, qu'est-ce que vont répondre les gens d'en face, qu'est-ce que vous pouvez faire, essayer de leur donner une boîte des notes de discours comme ça, des notes de notes qui vont pouvoir les aider, et eux à chaque fois ils pourront utiliser telle ou telle arme comme une boîte à outils un peu. C'est-à-dire qu'il faut savoir, c'est vrai que interdire la circoncision, ça voudrait dire par exemple c'est presque un génocide culturel.
Alors que comment les gens qui se battent pour le génocide culturel contre les Ouïghours, pourquoi ils ne défendraient pas les Juifs? Et pourtant, c'est des libéraux, ça vient de la gauche, ça vient de l'extrême gauche, ça vient ça vient des gens qui sont censés être libéraux, et pourtant ils sont en train de faire quelque chose. Évidemment, ils ne comprendront rien à dire ça. Leur dire une chose pareille à quelqu'un qui dit, écoutez, on prend un bébé, on est en train de le mutiler à l'âge de 8 jours. Écoutez, faites ça à 18 ans, faites ça sans effusion de sang, essayez d'être un peu plus raisonnable. Donc, il faut savoir quel argument apporter dans chaque cas, et ça, on ne peut pas le faire depuis notre tour d'ivoire. Donc, ce qu'on peut faire, par contre, c'est apporter des éléments de discours, apporter des aides, essayer. Donc, par rapport au grand rabbin Citruc, Zichrono Livracha, qui avait recommandé aux gens d'enlever leur kippa, il faut penser, s'il y a des précédents à ce genre de choses, quels sont les positifs? Ce qui est intéressant, c'est d'évaluer comment ça agit. C'est-à-dire, il y a des bonnes idées parfois qui paraissent merveilleuses, mais on ne se rend pas bien compte des implications. Quand Lieberman propose de dire, faisons aujourd'hui les vacances d'été, au lieu de les faire en pandémie, on va les faire pendant les vacances des périodes des fêtes, Rosh Hashanah, Kippour, Sukkot. Vous voyez, comme ça sera plus facile, plutôt que les parents diront une question oui, non, peut-être un jour oui, un jour non, c'est compliqué. On va prendre toutes les vacances d'été, on va les mettre à ce moment-là. Mais il y a un prix à payer, à part le prix des professeurs, et il y a un autre prix qui s'appelle le prix de l'identité du pays. Si les enfants n'ont jamais pris un étrog dans la main, ils n'ont jamais pris un chauffard, si chaque fille n'a pas essayé de sonner du chauffard, n'a pas essayé de prendre un étrog, ça a un prix au niveau de la cohésion sociale du pays, et même de sa capacité finalement, de sa force mentale, de sa capacité de se mesurer avec les enjeux dans lesquels il va être confronté. Et est-ce qu'on n'arrive pas là, précisément, à ce qui est crucial finalement, pas simplement pour notre population, celle juive de diaspora, voire celle ici en Israël, dans le cas du propos sur Lieberman, mais aussi des autres civilisations, des pays d'Europe ou des pays d'outre-Atlantique. Finalement, est-ce que nous serions au seuil d'une civilisation, on va dire, j'allais dire le mot trivial, bâtardisé, ce n'est pas beau, ce n'est pas très joli à dire, mais je veux dire par là, effectivement, compromise avec différents courants et dans laquelle elle se trouverait, et j'utilise un conditionnel, elle se trouverait obligée finalement de trouver un consensus. Un consensus, celui de laisser un peu des plumes, de ses plumes, pour pouvoir vivre ensemble, essayer de créer peut-être un nouveau paradigme de civilisation. Alors, il faut voir si on est en train de parler du peuple juif ou de l'État d'Israël ou de l'humanité en général. Bon, on va prendre les deux. Alors, première chose, d'abord, on est dans un effet de balancier. On va vers l'individualisme pendant une certaine génération, et puis après, on va revenir vers une identité collective. L'avantage de l'individualisme, c'est que quand il n'y a que des individus et moins d'identité collective, on comprend bien que l'ethnicité, la religion, le nationalisme, ça crée des guerres, etc. Donc, s'il n'y a que des individus, on peut vivre mieux ensemble. C'est une des bases de la philosophie des Lumières. L'individualisme, l'autonomie individuelle. Donc ça, on comprend bien. Mais d'un autre côté, si on n'a pas un projet sociétal partagé, si on n'a pas des valeurs partagées, s'il n'y a pas eu un consensus de concertation qui fait que les gens pensent ensemble et ont une idée de où ils veulent arriver, est-ce qu'on veut créer ici? On a des allocations de ressources dans un gouvernement, dans des budgets. Est-ce qu'on va faire maintenant ces écoles pour enfants autistes, ou est-ce qu'on va faire des madrasa pour apprendre aux enfants à être des bons musulmans? Il faut quand même qu'on décide de qu'est-ce qu'on fait. Ça se traduit à la fin par des décisions concrètes au niveau d'un gouvernement, d'une pensée. Donc, si un pays comme l'Europe, je parle de l'Europe, ça veut dire n'importe quel pays d'Europe, et même le projet européen lui-même, ne sait pas où ils veulent aller, on a peu de chances d'y arriver. Ça, c'est très, très important à comprendre. Donc ça, c'est une phrase de Henry Kissinger, qui a 103 ans maintenant, presque, assez âgé, et que j'avais rencontré, avec lequel j'avais longuement discuté il y a quelques années, encore il y a quelques 6 mois, on avait encore parlé. Donc cette idée-là, qui a toute sa tête, incroyable. Et donc oui, donc on est dans une situation comme ça veut dire si on ne sait pas où on veut aller, et c'est un des problèmes de la France et de l'Europe. Je rencontrais la semaine dernière une délégation de députés européens.
sont venus dans nos bureaux, je leur dis, écoutez, si vous savez pas où vous voulez aller, vous avez peu de chances d'y arriver. Il faut que l'Europe se décide quel genre d'Europe on veut créer. Est-ce que ça sera une Europe multiculturelle avec un relativisme moral, chacun ferait un peu ce qu'il veut, mais alors que vous n'avez pas de projet, vous pourrez pas construire quelque chose. Pour unir les gens, s'il n'y a pas de projet partagé, eh ben, ce qu'on va avoir, finalement, ça va être de l'individualisme et de l'égoïsme. On n'aura rien, un pays qui va tirer dans tous les sens. On ne pourra jamais rien construire de sérieux. Si on veut construire quelque chose de sérieux, il faut avoir des valeurs partagées. Ça peut être un processus d'arriver par une grande discussion sur quel est le projet qu'on veut créer. Mais ça, il faut le faire. Si on le fait pas, si on le fait, et il y a trop d'identités, évidemment, on arrive à des choses pas très agréables. Et quand on voit aujourd'hui qu'on a été trop dans ce domaine individualiste et on n'a pas donné suffisamment de place aux identités collectives, aux identités naturelles partagées, etc., on a des élections en Suède de l'extrême droite, des élections en Italie, l'extrême droite qui revient, qui dit, nous avons quand même quelque chose de partagé, nous voulons créer quelque chose ici. Nous sommes Dieu, la famille, la patrie. Donc, c'est travail, famille, patrie, qui vient en fait d'un slogan qui vient du Portugal, où c'était Dieu, travail, patrie. Mais en fait, on a des microcosmes, la famille c'est un microcosme de l'État, on avait déjà appris ça chez Friedrich Engels. Donc, et Dieu au centre. Donc, Dieu, il y a le Père, la famille, et la patrie. Donc, ces trois dimensions-là. Et donc, dans cette dimension-là, on a un projet, on sait où on veut aller, on sait quel genre d'Europe on veut créer, une Europe qui est basée sur les valeurs chrétiennes ou judéo-chrétiennes, et qui n'est pas le modèle ni de la culture woke, ni de la culture de l'islam, autre chose. On a un projet. À partir de là, tout le monde sait où on veut aller, un peu comme dans une école, quel est le projet de l'école, quel est le projet d'une entreprise. Si on n'a pas de corporate planning, si on n'a pas un corporate dream, si on n'a pas quelque chose où on veut aller, on a peu de chances d'y arriver. Donc, il faut qu'on se décide là-dessus. Donc, en Israël, on a une des chances incroyables, c'est qu'on a un projet partagé extrêmement fort. Donc, c'est vrai que je suis avec un biais cognitif très important où, pour nous, d'après nos indicateurs quantitatifs très, très poussés, le peuple juif ne s'est jamais aussi bien porté. D'abord qu'on dise les choses clairement. Jamais on a eu autant de réussite culturelle, jamais autant d'économie, jamais autant de pouvoir politique, d'influence politique, jamais de gens qui étudient la Torah à plein temps, 100 000 personnes qui étudient la Torah à plein temps, on est dans une révolution. Et surtout on n'a jamais une capacité de défense et de dissuasion qui a fait qu'on était des cibles faciles pour tous les gens. Et le scénario qui se répétait en permanence, c'est que les Juifs arrivaient dans un pays, ils étaient très peu nombreux, ils arrivaient à avoir beaucoup d'influence, beaucoup de force, beaucoup d'argent, beaucoup de ressources. Et au bout d'un certain moment, les élites locales disent, écoutez, on veut plus de ces gens-là, comme ils ont qu'un moyen, on va les jeter dehors. Ça se passe avec Joseph en Égypte, et ça se revoit une petite centaine de fois, à peu près dans l'histoire mondiale. On ne sait pas si aux États-Unis ça va se passer comme ça, mais c'est quelque chose qui se répète en permanence. À un certain moment, les gens disent, mais qu'est-ce qu'on a besoin de ces étrangers qui sont là et qui nous prennent trop de ressources? Donc, par rapport à ça, donc on voit des phénomènes qui sont récurrents de l'histoire du peuple juif et que peut-être on peut prévenir ou on peut faire quelque chose. Donc en tout cas, le peuple juif jamais si bien porté. Une des forces de l'État d'Israël aujourd'hui, c'est ce projet sociétal partagé. Ça veut dire qu'il est très clair en Israël qu'on a un projet sociétal partagé. On a un projet sociétal partagé, ça veut dire qu'en fait, en Israël, par rapport à l'Iran, tout le monde est d'accord. Par rapport aux Palestiniens, tout le monde comprend bien qu'on n'a pas vraiment de partenaire pour aller truc. Il nous reste l'économie. Tout le monde comprend qu'on va aller vers un néolibéralisme en essayant de donner une mobilité sociale, mais aussi il faut qu'on soit hyper pertinent. Donc, qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste des petites discussions. Au niveau du religieux, les familles israéliennes sont quand même profondément attachées à leur religion. On voit que 99% des Israéliens font le Seder. Tout le monde fait Kippour d'une manière ou d'une autre. La religion à Kippour, c'est de faire du vélo en Israël. Bon, c'est pas exactement ce qu'on avait l'habitude, nous, d'aller à la synagogue. Mais c'est quelque chose. Les enfants attendent Kippour, ils sont contents. Tout le monde sait que c'est Kippour. Personne ne sait pas que c'est Kippour. C'est écrit sur les bus, c'est écrit partout. Et donc, on a énormément, parmi les sociétés au niveau de l'homogénéité, qui donne une des forces au pays, et les pays les plus forts, ceux-là, c'est les pays scandinaves, où il y a une grande homogénéité, même simplement ethnique. Donc, ici, en Israël, on a un projet partagé qui est à la fois ethnique et religieux, en tout cas chez les Juifs israéliens, mais chez les Arabes israéliens aussi, qui ont bien compris ce projet qui est extrêmement clair. Et donc là, c'est une des forces, une des puissances de l'État d'Israël, c'est justement ce projet partagé, même si en période électorale, les gens essayent de faire des dissensions entre les gens, mais les Israéliens, il n'y a plus de famille aujourd'hui, il n'y a plus que des ultra-orthodoxes. Chaque famille a aussi des enfants qui ont quitté la religion. Chaque famille laïque a aussi des gens qui sont devenus religieux. Chacun a des copains. Donc, en fait, on a un mélange. Les séfarades, le mélange entre séfarades et ashkénazes est en train de diminuer d'une manière drastique.
Normalement, on a 28% des mariages se font des mélanges entre juifs, séfarades et ashkénazes, alors que si c'était purement aléatoire, on devrait avoir 33%, ashkénazes, 33%, séfarades, 33% mélangés, puisqu'on a 50% et 50%. Donc, c'est comme si on avait des chaussettes blanches, des chaussettes noires. Si vous les mélangez, on devrait avoir 33%, une chaussette sur trois, un mélange sur trois. Si on a les yeux fermés, vont être une chaussette noire et une blanche. Donc, les choses se passent relativement bien certainement par rapport à 1948 ou la création de l'État. Donc, de plus en plus, on a un mélange des gens, on a une mobilité, des choses qui se passent, et l'État d'Israël est pour l'instant un des modèles d'une société bien huilée qui fonctionne, quoi. Sauf que, une publicité tout à fait récente, je vais prendre celle-ci comme illustration, qui n'est pas déterminante, mais qui est éclairante quand même, celle de l'appel aux dons du Keren Hayesod. Très intéressante, puisque finalement, on nous montre la société start-up d'Israël, Startup Nation, ça marche, regardez comme ça marche partout, nous sommes les meilleurs, on fait partie des premières puissances mondiales, etc., etc. Et puis, boum, le second tableau qui rentre dans le scénario, c'est le nombre de pauvres qui sont à la frontière, voire qui l'ont franchi, du seuil de pauvreté. Et finalement, quel est le message du Keren Hayesod dans le troisième et dernier tableau? L'appel aux dons à la diaspora. Il y a quelque chose ici d'un peu dichotomique. Si finalement on a une société qui est autant puissance mondiale, autant réussie, autant dans le succès, et que dans le même temps, on voit, et les chiffres ne mentent pas, il y a cette montée qui n'est pas simplement d'ailleurs proprement israélienne, mais qui est aussi mondialisée, en quelque sorte, de ces pauvres, donc, qui finalement ont du mal à boucler leur fin de mois, et que dans le même temps, on va demander de l'argent donc, à l'extérieur. Est-ce que là, il n'y a pas finalement des vieux réflexes qu'on utilise encore, mais qui ne sont pas en adéquation avec finalement ce que vous êtes en train de dire, où il y a des choses à construire parce qu'on sait où on va. Je parle d'Israël, bien entendu. Alors, vous soulevez plusieurs sujets. Bon, d'abord, il y a un écart social grandissant qui est lié au modèle néolibéral où, en fait, on encourage quand même cette liberté d'action, entraîne une disparité sociale, même si les pauvres d'Israël sont moins pauvres que ce qu'ils étaient il y a 20 ans. Et même si, mais il y a des exclus de la globalisation. C'est les gens qui sont dans la périphérie géographique d'abord, mais aussi les immigrants qui ont beaucoup de mal dans ce mode-là, puisqu'ils n'ont pas de capital social, qui ont du mal. Donc eux souffrent de tout ça. Les jeunes couples qui n'ont pas de ressources souffrent voire même de de tout ça. capital identitaire aussi. Voilà, ils ont un problème qui va ensemble. Les gens qui ont fait l'armée, les gens qui parlent bien la langue, tout ça, c'est des choses qui aident à s'intégrer dans le pays. Et quand il manque tout ça, alors c'est compliqué parce qu'il y a une histoire partagée. Les gens ont vécu tellement de traumatismes en commun qui crée un lien entre les gens. Et le nouveau venu ne fait pas partie de ce projet. Il comprend pas trop et on le sent pas appartenir. Donc plus il va étudier, plus il va comprendre, plus il va comprendre l'histoire, plus il va écouter les émissions sur Tandem sur les grands procès d'Israël. Il va comprendre des émissions de culture sur les grandes histoires d'Israël, plus il va connaître tout ça, et plus il va faire partie de l'éthos israélien de compréhension. Alors maintenant, l'écart social, certes, c'est vrai, il y a un écart social qu'il va falloir s'en occuper, on espère qu'avec les nouveaux gouvernements un peu plus stables vont pouvoir nous permettre de penser les grands projets, c'est les plus grands projets qu'on a aujourd'hui. Si on parle au niveau du peuple juif, les Juifs états-unis sont déjà arrivés au summum de leur puissance économique, donc ils sont déjà passés du Lower East End au Upper East End, si on veut parler à Manhattan, ils sont passés des quartiers pauvres de Manhattan aux quartiers les plus riches, donc il y a pas tellement, on peut pas envisager un delta important. Par contre, en Israël, oui, dès qu'on va pouvoir faire des routes vers la périphérie géographique, tous ces gens-là vont participer à la Startup Nation, et là, il y a un grand projet à faire qui va se faire inévitablement. Bon, on va donner quelques chiffres pour parler. On a aujourd'hui en Israël 9,5 millions d'habitants, c'est ce qui vient d'être dit pour l'année Rosh Hashanah. On prévoit que dans 15 ans, on sera 18 millions d'habitants, donc un doublement de la population. Ça veut dire que les femmes israéliennes sont très confiantes, très traditionnelles quelque part. On est un pays de l'OCDE complètement très très fort, et en même temps,
les familles sont de 3,2 enfants par femme, alors qu'aux États-Unis, chez les femmes juives, c'est 1,1. En Italie, même pour toute la population, c'est 1,7, 1,3. En France, si on enlève les Arabes, on arrive à des chiffres aussi pas beaucoup plus hauts. Et donc, on a quelque chose qui est, en Israël, les gens ont confiance en l'avenir et il se passe quelque chose qui marche, quoi. Le modèle marche et va de mieux en mieux marcher. Maintenant, il reste encore des nouveaux défis, les défis notamment de l'écart social et des exclus de cette globalisation, mais ce n'est pas les mêmes que les exclus comme les Gilets jaunes en France, parce qu'ils vont être inclus. Inévitablement, quand je dis que la population va doubler, ça veut dire que, inévitablement, tout le monde ne pourra pas habiter sur Tel Aviv. Donc, toutes les villes de la périphérie vont s'accroître. On voit les villes comme Or Akiva, Atlit et Carmiel, Haïfa, toutes ces villes-là vont grandir. Netivot, Yerouham, toutes ces villes vont exploser, vont devenir reliées au centre du pays. Tout le monde sait ce qu'il faut faire. On n'a pas tellement le choix. Donc le projet est aussi consensuel parmi tous les leaders et tous les partis politiques. Donc peu importe en vérité qui va être au gouvernement, ça marche même un peu comme chez les Belges. On a un projet qui fonctionne même si quelle que soit la personne au gouvernement, parce que tout le monde a compris ce qu'il faut faire. Il y a un consensus qui est lié à nos valeurs partagées, ce sentiment de fraternité très fort entre les différents juifs, qui fait que c'est ça qu'il faut garder, c'est cette identité juive qui est notre facteur de succès le plus important. C'est quand même incroyable. Donc c'est ça qui va nous donner ce particularisme et ce projet. Un projet d'ailleurs qui est fort, c'est-à-dire que des fois quand on entend même des émissions de sport et on dit oui, un judoka israélien a gagné la médaille d'or. Ben, en fait, c'est tout le peuple qui est en train de prendre sa revanche par rapport au fait où on disait les juifs sont des sous-hommes, les juifs sont incapables de se battre, les juifs sont incapables d'être sportifs, etc. Ben, on est en train de se venger par rapport à tout ça. C'est pas seulement l'économie, c'est pas seulement le théâtre, c'est pas seulement le cinéma, c'est pas seulement la culture. Il y a un projet ici avec énormément d'énergie. Toute personne qui se promène en Israël sent cette énergie incroyable. Et je suis bien conscient que parmi les gens qui nous regardent, qui voient la chute de l'euro et qui voient comment eux, ils ont des difficultés quotidiennes, c'est vrai. Mais sachez que dans 15 ans, moi, ce que j'ai pu voir depuis 43 ans que j'habite dans ce pays, c'est que ceux qui ont mangé de la vache enragée et qui ont tenu le coup, eux, ils ont vraiment bien réussi. Donc, et plus les gens ont des motivations, vous savez, l'immigration, c'est toujours une conjonction de facteurs répulsifs, facteurs attractifs. Donc, quand les gens ont des plus grandes motivations, donc de plus de facteurs attractifs, eh ben, ça les facilite à manger des cailloux, ça les aide et c'est beaucoup plus facile pour se confronter avec les difficultés. Donc, c'est vrai, il faut savoir pourquoi on est là. C'est ça qui doit. Et au moment où on croit qu'on ne peut plus, c'est très difficile, ben, il faut se renforcer. Et là, eh ben, peut-être, je suis quand même rabbin, donc je vais vous dire, on est la veille de Kippour quand on enregistre cette émission. Il faut prier, il faut se dire, Dieu, je ne sais pas quoi faire, aide-moi, ne m'abandonne pas. Et là, il se passe quelque chose d'incroyable, même les psychologues ou les gens qui s'occupent de neurosciences vous le diront. Au moment où on abandonne, où on lâche prise quelque part, il se passe un renouveau d'énergie qui fait tout à coup, eh ben, c'est mystique ou pas mystique, en tout cas, il se passe quelque chose, tout à coup, on a des nouvelles idées et on doit se réinventer. Je veux dire, j'ai changé 10 fois de métier depuis que je suis en Israël et c'est ce que je vois autour de moi partout. J'ai une amie à moi qui a fait son doctorat sur l'analyse du discours et qui aujourd'hui fait des repas chez elle à la maison, biologiques, macrobiotiques, et qui fait des soirées avec 14 personnes qui viennent, et j'en paye 300 shekels par repas, et chaque semaine, elle a 15-20 personnes qui viennent, et voilà, elle vit d'une autre manière, des projets complètement, il faut être complètement se réinventer. Et c'est possible, c'est possible. Donc par rapport à ça, pour moi, l'État d'Israël est la plus grande aventure humaine, la plus morale aussi, le plus grand projet, le plus beau. Si j'étais africain et qu'on apprenait que tout à coup, au Libéria ou ailleurs, les Africains décident de se reprendre en main leur destin et de construire leur propre projet, je dirais, ben, moi je fonce, je vais être là-bas. J'ai rencontré beaucoup d'Algériens, de Tunisiens qui me disent, oh, si moi j'avais un pays comme vous, j'hésiterais même pas, je viendrais ici parce qu'ici on peut construire son pays, alors que moi, tout est corrompu, là-bas on peut rien faire. Donc bon... c'est difficile, on mange des cailloux, mais c'est pas. Mais après, on peut s'en sortir et on peut participer. Maintenant, les gens qui sont un peu plus, par rapport à ce que vous disiez sur l'économie, les gens qui sont là depuis 2-3 générations ont acheté des appartements, ils ont fait des héritages, eux, ils sont quand même bien rangés. Ceux qui souffrent, ceux qui galèrent, c'est les nouveaux immigrants et ceux qui n'ont pas ce patrimoine et qui n'ont pas ce réseau, ce réseau. Comment on acquiert du réseau social? Comment on acquiert du capital social? Ben, c'est justement
des choses comme l'armée, l'université, la société civile aussi. Quand on fait du volontariat, dans des groupes, ma femme fait partie de groupes de femmes qui étudient et qui pensent un peu comment essayer d'évoluer dans la vie, etc. Ben, c'est des réseaux qui sont extrêmement forts, qui permettent de trouver des solutions un peu tout. Ceux qui sont dans les mondes ultra-orthodoxes aussi, ils ont des solutions pour plein de choses, pour tout acheter à moitié prix ou au quart de prix. Enfin, il faut rentrer dans des réseaux et que non pas forcément, évidemment, les immigrants. Par définition, un immigrant n'a pas de réseau social, n'a pas de capital social. Et il y a une expression française qui est connue, les conseilleurs ne sont pas souvent les payeurs. Vous êtes les conseilleurs, vous êtes un think tank, donc censé donc effectivement être puits d'idées, puits de projets, de prospectives. Mais quid de ces gens qui sont décisionnaires et qui en font quelque chose? Je parlais tout à l'heure de dichotomie. Il semble que depuis plusieurs années, il y ait une difficulté pour prendre effectivement le bon diagnostic que vous venez de nous mettre ici sur la table de Tandem, et que pourtant elles ne sont pas mises en pratique. Et j'en veux pour preuve, justement, encore une fois, je reprends mon exemple. Alors, mettre en image une Startup Nation et montrer le fossé qu'il peut y avoir avec une autre population, écart social dont vous parliez, et dans le même temps aller demander aux Juifs de diaspora de venir pour voir à combler ce fossé. Bon, le rapport aux Juifs de diaspora, c'est une relation, je dirais, utilitariste, pas très intéressante. Il faut savoir, en 1948, le budget de l'État d'Israël est à 40% venait de l'argent de la diaspora. C'est ça qui permettait de vivre. En 1967, le budget était de 800 millions de dollars, l'aide de la diaspora, mais le budget était de 8 milliards. Donc, c'était 10% ou 30% du budget qui allait être de l'argent de la diaspora. Aujourd'hui, les sommes sont de 2 milliards. Plus si on compte les Haredim, ça fait encore 1 milliard de plus. Si on compte les Chabad, encore 1 milliard de plus. Donc on a peut-être, mais c'est rien par rapport au budget de 80 ou 60 milliards qu'on a en Israël. C'est vraiment, c'est presque rien, c'est peanuts. Donc l'argent de la diaspora, ça n'intéresse absolument personne. Il y a plus d'argent qui part d'Israël vers la France que d'argent qui vient de la France vers Israël. Donc c'est l'utilisation. Donc c'est simplement que maintenant le Keren Hayesod va demander de l'argent. C'est très bien, ça peut aider, c'est positif. Je ne sais pas qui ça rend plus service, à celui qui donne de l'argent et qui se sent à participer à ce projet-là, ou est-ce que vraiment l'État d'Israël doit gérer ses propres pauvres et c'est pas comme ça que les grandes décisions ne se font pas avec les peanuts. Il faut décider qu'on va mettre plus d'argent pour la mobilité sociale, et il y a des projets qui se font là-dessus. Mais l'argent de la diaspora, c'est important. Chacun qui peut aider, chaque personne qu'on peut aider, il faut aider, surtout les nouveaux immigrants qui arrivent en Israël. Ça, c'est s'il y avait quelque chose à faire, ou alors prendre un exemple, prendre une ville. On va dire, on va prendre une ville, et on va prouver qu'on est capable d'éradiquer la pauvreté dans cette ville et de donner de la possibilité. Il n'y a pas beaucoup heureusement, il n'y a pas beaucoup d'homeless en Israël, mais on peut encore éviter encore plus ça. On peut arriver à faire qu'une ville soit complètement autonome et qu'on a enlevé la précarité sociale. Et il faut se concentrer sur un modèle et après dire, voilà, écoutez, on est capable de le faire. Et ce que font les grandes organisations de la société civile en Israël, du volontariat, comme les Rashi ou le Joint ou d'autres, ben, ce qu'ils font, c'est qu'en vérité, 90% de leur argent, c'est de l'argent public. Ça veut dire qu'ils créent des modèles. Une fois que leurs modèles sont validés, après, ils sont repris par l'État, ils sont faits à grande échelle. L'État en Israël est un modèle où l'État ne fonctionne pas vraiment. Par contre, il est capable de sous-traiter à la société civile toutes sortes de projets. Donc, montez des projets, et après, vous allez voir la mairie, vous leur dites, ça fait 3-4 ans qu'on est là-dessus, mettez-nous de l'argent, et là, ils vous mettront de l'argent. C'est une façon de travailler qui est intéressante, qui a des avantages pourquoi c'est fait comme ça. C'est pas le modèle qu'on connaît en France, où évidemment l'État est très fort, l'État est très interventionniste, l'État est un des acteurs du changement social. En Israël, non, l'initiative privée est privilégiée. Et bon, pour les gens qui viennent de France, ils comprennent pas qu'on a un peu, pour l'Israélien, on a l'impression que les Français sont un peu une mentalité d'assister, parce que en Israël, il faut se prendre en charge et personne ne viendra vous aider, personne ne nous attend, on vient pour nous-mêmes. Il y a beaucoup de choses à dire. Bon, moi, je reste confiant et je dis que les choses vont. En tout cas, ce qui est clair, c'est que les solutions vont. Ça va être. Je vais le dire difficilement. Les ports de l'Alia vont se fermer, sont en train de se fermer. Ça devient de plus en plus dur de faire son Alia. Et d'ici 10 ans, d'ici 15 ans, ça sera vraiment encore beaucoup plus dur.
Israël est devenu un pays qui devient de plus en plus cher. Ceux qui sont venus là, encore, ils ont été sauvés parce qu'après, venir en Israël, ça sera vraiment un luxe très difficile à imaginer et tout le monde peut le comprendre. Donc, on a une situation maintenant, il faut, celui qui peut venir rapidement, venez. Ceux qui peuvent venir plus tard, essayer de préparer bien sûr votre alia, il faut la penser, il faut la structurer. Maintenant, pour l'histoire des conseilleurs et les payeurs, j'entends, c'est clair. Ok, je prends sur moi la critique, elle est vraiment à propos. J'ai quand même écrit le plan pour l'ALIA des Juifs de France. 50 000 Juifs ont fait leur ALIA depuis le début du siècle. C'est quand même une grande, c'est presque un quart de du noyau communautaire. C'est énorme. C'est-à-dire qu'il y a peut-être 600 000 ou 700 000. On peut dire tous les chiffres sont bons pour le nombre de Juifs en France, mais le vrai noyau communautaire, c'est ceux-là qui sont partis. Et donc, oui, donc, qu'est-ce qu'on a fait? Qu'est-ce que j'ai fait pour faire ce plan? J'ai fait simplement un tableau en regardant quels étaient les blocages pour les enfants en école maternelle, quels étaient les blocages en école primaire, quel était le blocage pour les jeunes adolescents, quel était le blocage pour les jeunes adultes, quel était le problème pour les jeunes familles, pour les jeunes retraités, pour les retraités. À chacun, un tableau, quel est le problème? Qu'est-ce que peut faire l'État comme intervention? Donc oui, on peut. Est-ce que ça se traduit pas en acte? Vous me dites, est-ce que alors il y aurait d'un côté la parole, d'un côté l'action, et entre les deux, il y a un autre truc qui s'appelle la planification, d'accord, hein, et la planification, ça semble rien, mais on est un peuple qu'on s'appelle le peuple du livre. Je prêche pour ma chapelle, évidemment, mais on a quelqu'un qui s'appelle Moïse. Il a pris un peuple qui était des sous-hommes, qui vivaient, qui sortaient des camps de je ne sais quoi, qui étaient qui n'avaient plus aucune dignité, aucune force, qui étaient incapables de se prendre en charge eux-mêmes. Il a créé un projet, il leur dit, écoutez, je vais vous emmener dans un pays, là-bas vous serez libre, il n'y aura plus d'esclavage, vous allez créer une société juste, une société merveilleuse, une société d'entraide, etc., une société de justice, d'entraide et d'amour, et une société spirituelle. Et à partir de là qu'il a écrit ce projet, les Juifs sont suivis. C'est le livre. Il a écrit un livre. Bon, il a eu des aides. Il avait un joker, s'appelle Dieu. Il lui a fait les 10 commandements, les trucs, avec c'était les feux d'artifice, des choses qu'on n'a pas toujours. Plus récemment, on a eu Herzl. Et il a pris un projet, il a écrit un projet, voilà comment nous allons changer l'état des lieux du peuple juif, nous allons créer un pays qui sera comme ça, etc. Les gens vont s'associer à ce projet, un peu comme dans une entreprise ou un business plan, on écrit un projet vers lequel on veut aller, les gens s'identifient avec le projet et vont faire ce genre de choses. Donc après, alors est-ce que ça a une valeur, ces papiers? Des fois, ça a une valeur, puisque les gens lisent ces papiers. En général, il faut qu'il y ait, entre les deux, il y a un processus qui s'appelle l'appropriation. Alors, il faut faire des tables rondes, il faut que les idées viennent des décideurs. Alors, souvent, on donne des papiers à des ministres, et puis 3 mois plus tard, ils viennent te dire, Dov, j'ai une nouvelle idée, j'ai envie de faire comme ça et comme ça, qu'est-ce que t'en penses? Je dis, oh, c'est super, explique-moi. Ouais, toi, tu sais très bien que c'est ce que tu lui as écrit dans ton papier il y a 3 mois. Mais bon, c'est pas grave, mais moi, tu m'en fous. Moi, je suis invisible, je suis pas là, je suis pas censé exister. Ce qui m'importe, moi, c'est que l'idée qu'on a pensée, parce qu'on a fait un diagnostic, on arrive à dire qu'il fallait envisager sur ça. Quand on écrit, quand je vois des ministres israéliens, je leur dis, ils me disent quel est le problème de l'ALIA, je leur dis A, B, C, D, E. Les gens, ils savent. A, avoda, B, baïd, C, communauté, D, diplôme, E, éducation. Les gens savent, ils savent. Bon, voilà, vous retenez quelque chose de simple, il faut régler les problèmes. On n'a jamais eu de plan d'ALIA sans un plan de logement. Est-ce qu'on peut faire un plan de logement en Israël? Non. Alors le ministre ou le Premier ministre vous répondra immédiatement, c'est ce que me disent les premiers ministres israéliens après l'autre. Écoutez, on n'a pas de logements sociaux en Israël et le jour où on en aura, on les donnera à nos enfants qui sont nés là, qu'on fait l'armée avant de donner à des gens qui ne sont pas encore nés ou qui ne sont pas encore venus au monde. Donc oui, c'est vrai, les choses ne sont pas faciles. Est-ce qu'on est des conseilleurs? Oui, évidemment, je suis un conseilleur, c'est pas moi les payeurs. Et même si je fais 15 boulots pour réussir à m'en sortir, et j'essaye de donner un petit coup de pouce à Tandem. Voilà, je viens à Tandem, je ne sais pas trop ce que c'est quelque chose pour moi, c'est une initiative qui vient du terrain, qui est exceptionnelle, qu'il faut encourager, qu'il faut partager, et je vous conseille maintenant de liker et de partager cette émission. Voilà, il faut encourager, c'est ce genre de choses qui vont pouvoir changer les choses, qui vont pouvoir faire que les Français ont quelque chose à apporter à l'État d'Israël, ne sont pas simplement venus pour recevoir, mais ils sont aussi venus pour contribuer. Exactement. Et d'ailleurs, il y a quelque chose qui apparaît flagrant dans votre propos, c'est celui du chantier. C'est-à-dire qu'on a l'impression, à vous entendre, qu'ici, il y a une alternative. On ne sait pas si cette alternative débouchera finalement vers le paradis pour tout le monde, mais il n'empêche, on sent qu'il y a une possibilité, il y a un chantier possible ici.
Et finalement, c'est peut-être ça, la singularité de ce pays, la singularité de sa population, et peut-être ce qui fait aussi, qui suscite aussi un peu la jalousie d'autres pays. Dick Cheney, l'ancien secrétaire d'État de George Walker Bush, disait, en parlant de l'Europe, le centre nerveux de l'Europe est en train de se déplacer davantage à l'est qu'il ne se déplace à l'ouest. Et ça avait surpris et même d'ailleurs amusé tout le monde. Et finalement, on se rend compte aujourd'hui que effectivement, il n'avait pas tort de penser que le centre névralgique était en déplacement. À considérer qu'aujourd'hui, si je change d'hémisphère et que je me retrouve de ce côté de la Méditerranée, on met tout le monde d'accord. Il y a effectivement ici, encore une fois, sans présomption de ce que sera demain, il y a effectivement un chantier qui est en train de se faire et qui est en train de se réaliser ici, quelle que soit l'issue. En tous les cas, ça fait plaisir d'avoir une alternative. Oui, bon, je considère que oui, Israël est un laboratoire de la postmodernité, un laboratoire où on peut tout est presque possible. Il faut le faire, il faut essayer. Et on a le droit de se planter, on a le droit de recommencer. C'est une culture d'un pays pionnier. Il y a des choses qui peuvent être essayées et on échoue en permanence. Je crois que je passe mon temps à échouer. 90% de mes projets échouent, n'aboutissent pas. Et je crois que c'est un peu pareil pour tout le monde. C'est aussi ça, ne pas avoir peur en sachant à l'avance qu'on va sûrement se planter. Alors, laboratoire de la modernité ou de la postmodernité, laboratoire d'un modèle où on aurait l'équilibre entre l'identité collective dont on a parlé tout à l'heure, l'identité individuelle. Donc, en même temps, je dois être moi-même et d'un autre côté, je dois participer à quelque chose. Cette idée de participer, de contribuer, d'œuvrer aussi à chacun à son niveau, que ce soit dans l'armée, ou que ce soit dans le civil ou dans la société, dans le volontariat, que ce soit au niveau de la démocratie et en même temps un État juif. C'est des choses qui sont compliquées, mais c'est les mêmes problèmes qu'on rencontre partout. C'est les problèmes qu'on a rencontrés en Bosnie, c'est les problèmes qu'on va rencontrer en Europe. On a différentes identités, il va falloir recréer les modèles, peut-être le modèle de l'Empire ottoman, les modèles avec les millettes, avec des petits groupes. L'État-nation a fait son temps, peut-être qu'on a un nouveau modèle qui est en train de se mettre en place et Israël est peut-être un laboratoire puisque on a moins d'ancrage, on a moins d'obligations par rapport au passé. Donc oui, on a des nouvelles idées, il y a des choses qui sont en train de se faire, il y a des choses qui sont possibles, il y a des difficultés et Alors là, c'est peut-être le propos que vous avez tenu tout à l'heure, que tu as tenu, pardon. Je viens de mettre de la distance avec quelqu'un que je connais bien. Le propos que tu as tenu tout à l'heure justement avec ces gens de diaspora, dont il sera plus difficile demain de venir ici en Israël, de trouver leur place. Alors que finalement, est-ce que ces gens qui ont souvent été des baromètres, ont servi de ressort d'information pour Israël, mais pour des organisations comme la tienne, est-ce que ces gens-là, finalement, vont pas tant s'éloigner de ce paradigme que nous avons, nous, ici, résilient, en chantier, avec un fondement quand même assez solide, si je m'en tiens aux propos tenus, finalement devenir ce que disait Manito Zirono Levracha, disait, en parlant des Juifs exotiques. Des Juifs exotiques, c'est-à-dire à tel point qu'ils en finissent par ne plus même parler la même langue que nous, ni même peut-être avoir les racines semblables aux nôtres. Alors, je vais dire des choses un petit peu difficiles maintenant. Bon, si on fait des analyses simples, on comprend que l'État d'Israël peut se passer de la diaspora, l'État diaspora ne peut pas se passer d'Israël, d'accord? Donc les Juifs de France sont presque des Israéliens en sursis aux yeux des Français, d'une manière générale. J'ai des dizaines d'indices qui montrent ce genre de choses. Bon, on comprend bien, ils sont aussi otages de la politique étrangère israélienne. Quand Israël rentre à Gaza, on brûle des synagogues en France. Donc, bon, vivre en Israël, ça a une beaucoup plus grande cohérence. Quand je vois mes amis qui sont restés en France, je vois qu'en Israël, on a une plus grande cohérence. On sait pourquoi on fait. On sait que quand on dit qu'on est
israélien, on sait ce que ça veut dire et on est complètement cohérent. Ça c'est pas un déchirement intérieur où on doit renier sa judaïté ou son particularisme, son altérité. On a une cohérence, c'est exceptionnel. C'est aussi un confort de vie. Ça nous donne un confort dans notre tête de voir les gens que, quand c'est Rosh Hashanah, c'est pas une histoire personnelle. Et quand on veut parler de quelque chose, tout le monde comprend de quoi on parle. Donc, ça, c'est une grande cohérence. Les Juifs de diaspora, pour l'instant, Israël n'a pas besoin pratiquement des Juifs de diaspora. D'abord, l'idée que les Juifs restent en diaspora aiderait Israël, on a compris qu'au niveau économique, c'est peanuts, c'est vraiment insignifiant. Maintenant, au niveau de l'impact, vous savez, la politique de la France n'est pas dictée par rapport au Hezbollah, au Hamas et à l'Iran, qui sont les 3 sujets importants pour l'État d'Israël, n'est pas du tout dictée par le CRIF ou par les Juifs de France. Absolument, on ne tient même pas compte de leur avis. Et je le dis ici, comme je le dis au président du CRIF, au comité directeur du CRIF, de visu. Je le dis d'une manière absolument claire et personne ne m'a jamais contredit par rapport à ça. Donc, c'est pareil pour la Belgique, pour l'Allemagne, pour les États-Unis ou pour l'Angleterre. Donc, les États-Unis, c'est un peu différent avec EPAC. Donc, il faut savoir que, les Juifs de diaspora, maintenant, vont vivre leur vie. Ils vont essayer de vivre leur vie. On peut vivre très très bien en diaspora. Le modèle vers lequel on va en France, ça sera un modèle qui ressemble à l'Afrique du Sud, au Brésil. Encore une fois, cette expérience internationale peut nous donner certaines perspectives. Ça veut dire que des communautés bien fermées sur elles-mêmes, où on prend l'argent, on vit dans le monde de la société publique partout, mais on revit entre nous. Nos amis, nos 10 amis les plus proches restent des amis du ghetto, du confessionnel. On reste dans ce genre de choses. Est-ce que c'est sain? Est-ce que c'est un modèle dans lequel j'ai envie de vivre ou d'éduquer mes enfants? Pas trop. C'est pas tellement le modèle que j'ai envie de vivre, mais avec une gentrification, avec l'archipel français où les gens vivent chacun. C'est pas seulement les Juifs. Aux États-Unis, les Juifs, la nouvelle génération des Juifs sont moins religieux et moins communautaires que leurs parents. Dans l'immense majorité, 38% pour eux, être juif, ça n'a tout simplement aucun impact au niveau comportemental. Pour eux, c'est comme avoir des yeux bleus ou des yeux marrons, ça veut dire que ça ne les concerne pas, comme vous. J'ai des arrière-grands-parents qui viennent de Pologne ou de Tunisie, ça ne me concerne pas, je ne me sens pas concerné par cette histoire. Donc pour eux, alors qu'en Europe, les Juifs sont plus juifs que leurs parents, sont plus juifs qu'il y a 20 ans, c'est incroyable, ou il y a 30 ans, et les Arabes aussi font la même chose, ça veut dire qu'on a une archipélisation. Chacun va rentrer dans son groupe comme ça. Est-ce que c'est bien? Est-ce que j'ai envie de vivre dans cette société? Je ne suis pas sûr. Mais je ne vais pas vous vendre Israël par rapport à ça. Donc, mais c'est vrai qu'en Israël, on a une cohérence, on a un projet qui est là, un chantier, comme on a dit tout à l'heure, quelque chose qui est en train de se construire. Et je pense que c'est quelque chose qui vaut la peine d'être essayé, en tout cas. Maintenant, est-ce que le projet va réussir ou pas? Je ne sais pas. Nous, chez nous, on appelle Israel Experiment. Ça veut dire l'expérience israélienne, comme si on faisait une expérience sociale ou humaine. Est-ce que le projet va aboutir ou pas? Même s'il échoue. Alors, c'est une question évidemment théorique dont je parle, mais même s'il devait échouer, alors, le peuple juif reprendrait plein d'énergie pour tenir encore pour les 2000 ans. Maintenant, au niveau mystique, là, je parle en tant que rabbin, donc je parle d'un autre regard. Et là, c'est quelque chose que je dévoile ici pour la première fois. Nos statistiques démographiques nous disent clairement que la majorité des Juifs sont déjà en Israël. D'abord, on a 180 000 naissances par an en Israël, donc vous comprenez bien que même les 50 000 Juifs qui pourraient encore venir de France, on pourra en Israël simplement augmenter les naissances en Israël, la fertilité, la fécondité en Israël. Les femmes israéliennes veulent un 4e enfant et elles le veulent, mais simplement pour des raisons économiques. Il suffirait de diminuer le prix des crèches, diminuer les taxes sur les voitures de 7 places et les Israéliennes se mettraient tous à avoir un 4e enfant. Donc, et c'est des enfants qui seraient organisés dans le pays, qui feraient l'armée, qui feraient les universités. Donc, on n'a pas besoin vraiment. Si on doit chercher pour des raisons de démographie, augmenter la démographie israélienne, on a d'autres façons que d'aller chercher les Olim. D'accord? Donc, on est dans un certain modèle. J'ai tellement à dire là-dessus qu'on va s'en dire, mais la grande révélation que je voulais faire, puisqu'on est en train la veille de Kippour, c'est que la majorité des Juifs vraiment Juifs, ne serait-ce que d'après la halakha, de mères juives, sont déjà en Israël. Aux États-Unis, d'après de mères juives, on a 5 millions. En Europe, on a, disons, encore 1 million, même si on veut vraiment exagérer les chiffres. En fait, en Israël, on a déjà plus de 7 millions de gens qui sont complètement juifs. Donc, la majorité des juifs sont déjà. Qu'est-ce que ça veut dire au niveau mystique? Alors, sachez qu'en niveau mystique, ça veut dire que la prophétie peut revenir en Israël, la Shrina, la présence divine revient en Israël, et quand elle est là, elle est moins là-bas.
ça veut dire aussi des choses. Ça veut dire que tout à coup, et ce qu'on aperçoit au niveau de la créativité culturelle, économique et spirituelle, et de tous ces rabbins et toute cette Torah qui apparaît de partout, c'est que des petits symptômes d'un phénomène qui est en pleine croissance, qui est en train de prendre de l'essence, puisque c'est tout nouveau cette histoire. Et tout à coup, c'est la présence divine qui revient sur nous, l'inspiration. On est en train de venir. Les accords d'Abraham s'inscrivent dans ce genre de choses. Peut-être que si Netanyahou, plus que c'est prévu, il va revenir au pouvoir, peut-être qu'il va signer avec l'Arabie Saoudite, ça veut dire les 3 noms de Khartoum, ça sera balayé, on sera dans une nouvelle, on sera réellement intégré au Moyen-Orient. L'Europe, vous avez vu, ils ont décidé récemment, incessamment sous peu, de redire, nous vont recommencer les dialogues stratégiques avec Israël. On voit que les choses, c'est aussi une question de gaz. Vous voyez, comme si Dieu nous avait prévu, on va avoir des problèmes avec la Russie. Ils vont pas savoir comment se chauffer dans certains pays. Mais nous, Dieu, il nous a prévu déjà de nous envoyer du gaz prévu au bon moment, pas trop tôt, pas trop tard, comme ça, pour pas qu'on devienne feignant et un pays qui va de rentier. Mais donc, il semblerait qu'on est en train de s'inscrire dans un projet. Quand on demande, même aux ministres israéliens, aux grands décideurs dans le monde économique ou industriel israélien, est-ce que tu n'as pas l'impression quand même que tu participes d'un truc plus grand? Les gens te disent, entre quatre yeux, ils te disent, je crois qu'on participe d'un projet qui nous dépasse complètement. Je vais simplement au supermarché acheter mes courses, je travaille dans une pharmacie, je travaille ici, je fais ça, mais en fait, tu participes à un projet du peuple juif qui revient sur sa terre, qui met fin à 2000 ans d'errance, qui est en train de se créer ici quelque chose qui est peut-être une source d'énergie pour toute l'humanité, une bénédiction pour toute l'humanité, comme c'était prévu pour Abraham. Donc oui, je crois que je suis... Alors, si je devais reprendre un peu la phrase que tu as commencé tout à l'heure, avant qu'on commence l'émission, il y a une phrase d'Antonio Gramsci qui dit le pessimisme de la raison et l'optimisme du cœur, ou la volonté du cœur. Oui, bon, je parle d'abord avec le cœur, mais je crois que je parle aussi avec la raison. Je crois que je parle avec des statistiques extrêmement claires. On voit que les choses avancent dans le bon sens, les choses avancent de mieux en mieux. Les Arabes israéliens veulent devenir israéliens, veulent participer. Aucun d'eux ne veut passer être en Palestine ou ailleurs. Les Arabes de Jérusalem veulent tous devenir israéliens. Ils ont bien compris qu'ici, il y a la démocratie, il y a la méritocratie. Ils ont des capacités, leurs enfants ont des chances de devenir professeurs d'université, professeurs de médecine ou juges dans la Cour suprême, alors qu'ils n'ont aucune chance là-bas dans des sociétés complètement corrompues. Oui, donc je crois que ça a été un grand projet, un projet qui semble prometteur en tout cas. Je vais citer encore le Rav Léon Ashkenazi d'Imanitou, Zerno Lebracha, qui disait finalement le monde tel qu'il est, tel qu'il va devenir, c'est un petit peu le miracle qui brise une habitude. Miracle qui brise une habitude. Et j'ai l'impression que, à regarder le reste du monde, on retourne aux vieilles habitudes, ou en tous les cas, on a la vocation de vouloir retourner aux vieilles habitudes, parfois mauvaises habitudes. Tu as parlé de l'Italie, et on peut parler d'autres pays aussi d'Europe du Nord, alors que finalement, ici, c'est tout le contraire. On a une charnière. Je pense à cette étude qui vient démentir un petit peu les projections que certains annonçaient un peu trop vite, à savoir que le monde des pratiquants était en train de disparaître et que finalement les perspectives montrent qu'au contraire, la population juive deviendra davantage plus pratiquante qu'elle ne l'est aujourd'hui. Finalement, ce miracle-là, c'est juste briser ce qui semble inéluctable. Et ça me rappelle ce que disait le grand démographe de la Périgola, un démographe israélien, quand il disait, mais vous savez, à chaque fois que quelqu'un est en train de faire une projection avec la certitude, le catégorisme qui va avec, en disant que c'est comme ça que ça va se passer, il dit, n'oubliez pas le paramètre inconnu. Il est là-haut. En tous les cas, Dov Maimon, ce fut un plaisir d'échanger avec toi, d'échanger finalement sur un sujet qui nous est cher, savoir la société en devenir. Quelle que soit cette société en devenir, il y a quelque chose qui sortira certainement auprès de nos téléspectateurs et qui est rassurant, à savoir bien le fond de la boutique,
l'arrière-boutique peut-être, semble bien maîtrisée, bien en place. Et s'il faut se servir des nouveaux outils pour donner plus de couleurs, plus d'esthétisme à la boutique, il semble que nous soyons là aussi en train de nous mettre en place. C'est en tous les cas une belle façon de commencer cette nouvelle année 5783. Et je voudrais en même temps terminer pour saluer la mémoire de tous ceux qui, à la veille de Kippour, et bien ceux qui le jour de Kippour sont tombés, je voudrais saluer leur mémoire, saluer la mémoire de leurs familles, de leurs héritiers, et dire que finalement quelque chose aussi est ressorti de tout cela. On a peut-être été oublieux de certaines choses, certains disent même arrogants, mais on a pris la leçon de cette guerre qui a été absolument terrible, puisque plus de 3000 morts et plusieurs milliers de blessés, dans un pays qui comptait peu finalement de population à l'époque. Eh bien, on a compris qu'il fallait investir la technologie, on a compris qu'il y avait des leçons à prendre sur notre attitude, et c'est peut-être ça qui fait le propre de cette population, de notre identité. C'est qu'elle est souple. La Torah est vivante, mais le juif semble être aussi. Merci beaucoup. Merci beaucoup à tous, merci Avi, merci et bonne chance à Tandem et bonne chance à tous nos téléspectateurs. Merci à vous, vous avez été nombreux, j'en suis sûr, à suivre cette émission Tandem avec Dov Maimon, dont je rappelle qu'il est le directeur de recherche au Jewish People Policy Institute, j'espère que j'ai dit dans l'ordre, et puis que de ces travaux sont bien sûr consultables, je pense, sur le site du JPPI, JPPI, et donc suivre un petit peu donc toutes ces études, ces prospectives, ces recherches qui sont menées par cet institut. C'est un révélateur, un indicateur, peut-être pas la solution, mais en tous les cas quelque chose qui doit nous mener vers un autre chose, un autre devenir, un autre futur. Merci, Dov Maimon.